Elle aurait pu s'appeler Dominique Comiti, mais la vie en a décidé autrement. Et il a fallu assumer un patronyme Oni, puis inventer un autre prénom. Deux embûches parmi tant d'autres sur le chemin tumultueux de ce caractère bien trempé, toujours prêt à en découdre, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe. Ouais. Bienvenue dans votre vie, Dunia. Vie qu'on va retracer à travers les photos marquantes. Ouais. Et donc là, cet espace, il est consacré à avant vous. Oui. C'est là que ça se passe. Ouais. Qui on a là sur la première photo? Ben, on a mes grands-parents. On a mon grand-père, mon grand-père corse. Hein. La Corse, elle est entièrement sur Mathieu Comiti. Un peu le pilier de la famille que j'ai toujours vu en photo, puisqu'on n'a jamais pu se croiser. Il est parti quand moi j'arrivais, la même année. Ma mère m'a toujours dit que c'était grâce à moi qu'elle avait supporté de le perdre. Elle adorait son père. Et il est mort d'un accident de voiture, donc vous savez, les morts brutales. C'est une tradition chez nous, hein. Les filles, les enfants donnent de la force aux parents. Vous l'avez dit, ils ont eu 2 enfants, dont votre maman, Oui. qu'on voit là. Oui. Qu'on voit le jour de son mariage. Ouais. Alors, avant de parler du mariage... on dirait pas... Cette image ne ressemble pas. Ah bon? Ah, je sais pas, moi. Non, ma mère, c'est une femme de tête, c'est une femme de caractère, c'est une femme engagée, c'est une femme qui dirige, c'est une femme militante. C'est très drôle de la voir comme ça. Ça fait un peu photo faussaire. En plus, la personne à gauche, là, elle dit pas grand-chose pour moi, donc c'est un peu bizarre, cette photo. Parce qu'effectivement, elle va souffrir elle aussi. Tout a l'air beau dans cette photo, mais en fait, elle est battue, votre maman. Oui. Oui, mon père se révèle extrêmement violent. Il a beaucoup de problèmes apparemment psychologiques. C'est un intellectuel, mais qui va pas bien. Déchiré entre l'histoire de l'Algérie et de la France, probablement. Et maman dit qu'elle a réussi à avoir la force de s'enfuir et de divorcer parce que j'étais dans son ventre encore. Donc voilà, j'étais un peu son soleil, sa force. Et j'ai pas connu mon père, j'ai grandi avec ma maman corse. Et donc vous allez naître sans papa. Ouais. Hein, et on va aller là. Oui. Vous vous appelez Dominique à la naissance. Je m'appelle Dominique. À votre déplaisir, d'ailleurs. Oui, alors... Quand j'ai su que c'était un prénom corse, c'était un plaisir. Mais pourquoi un nom mixte? Pourquoi les hommes et les femmes peuvent s'appeler du même prénom? Ma mère adorait son prénom Claude, parce que justement, il était mixte. Et à l'époque, elle a fait l'école normale. Elle passait partout avec Claude. Ah non, moi... Oh, alors Claude... je lui dis, tu aurais dû m'appeler Doumé, puisqu'il paraît qu'en Corse, on dit Doumé. Oui. Mais Dominique... Dominique, ça va pas. Non. Et vous grandissez qu'avec votre maman? Oui. Du côté de Grenoble? Oui. J'ai une enfance très belle. Je ne souffre pas du manque de père. Est-ce que vous n'auriez pas un... Oui, mais vous souffrez peut-être d'être fille unique, parce que j'ai mis volontairement cette photo juste à côté. Oui. Ou très tôt, là, c'est votre chat, c'est votre frère, votre sœur. Vous rêvez très tôt d'avoir une famille nombreuse, non? Ma petite sœur, ouais. N'insultez pas Sonia. Oui, je souffre de la solitude, comme beaucoup d'enfants uniques, je pense. Mais attention, j'ai juste une grand-mère et une mère. J'ai pas de cousins, et c'est vrai que je souffre de solitude. Je souffre pas du manque de père, je souffre qu'ils ne viennent pas me voir. Parce que quand même grandir en se disant, nom d'une pipe, un homme a fabriqué un enfant sans même me voir une fois, ça oui, ça vous marque, c'est une vision du monde. Et puis la deuxième chose, c'est quand même le fait de... je me dis, à chaque fois que ma mère prend sa voiture pour aller à la fac, je me dis, si je compte jusqu'à 3, si elle tourne à gauche, elle revient vivante, si elle tourne à droite, elle revient morte. Donc j'ai quand même, je grandis avec cette angoisse de l'orphelinat quand même, ou d'aller à Marseille chez Mémé, mais Mémé qui commence à être vieille, vous voyez. Et puis, Dunia, il y a quelque chose aussi qui vous fait souffrir aussi. C'est que sur la boîte aux lettres, à Grenoble, il y a Comiti. Quand vous allez à Marseille, il y a Comiti. Et on rajoute aussi Bouzard pour vous aussi. Ah, j'en ai beaucoup voulu à ma mère de m'appeler Bouzard. Aussi. J'étais l'intrus. On était 3 dans la famille. Il y avait ma grand-mère Comiti, ma mère Comiti, une famille en Corse Comiti. Et puis, il y avait Bouzard, là, qui était relié à rien, qui voulait rien dire. J'aurais donné des millions pour pouvoir m'appeler Comiti. J'étais très, très mal, oui. Oui, ça a été une souffrance, ça aussi, c'est vrai. Eh ben, tenez, vous avez parlé un petit peu du reste de la famille, on va la voir, là. Oui. Qui on a, là?
On a Tantine Pauline. Tantine Pauline. Elle compte beaucoup, elle. Oui. Vieille fille, Oui. bigote, Oui. elle va à l'église. C'est pas, Oui. c'est quelqu'un. Mais j'adore parce que elle est très différente de maman. Maman, militante communiste, athée, anti-religion. Et quand Tantine Pauline vient à Marseille fêter Noël avec Mémé et moi, Tantine Pauline va à la messe de minuit. Et je me faufile avec Tantine Pauline et je vais à la messe de minuit. Et j'adore ça. J'adore ça. Mais moi, j'ai toujours parlé à Dieu. Eh bien, venez, on va en parler là, justement. Ah. Venez, on va se retrouver de l'autre côté. On va vous voir un petit peu plus vieille. Alors, il y a une chaîne autour du cou, mais effectivement... Mais on va reprendre. Vous avez toujours parlé à Dieu, oui? Oui, j'ai toujours parlé à Dieu, toujours. Mais je me suis toujours cachée. Si j'avais dit à ma mère que je parlais à Dieu, elle m'aurait envoyée chez le psychiatre en se disant que j'avais une maladie mentale. Donc, maman était mais vraiment anti-religion. Moi, j'ai toujours parlé à Dieu, mais évidemment... Donc le Dieu des chrétiens? Ah, alors pour moi, non. Je pouvais quand même pas aller jusqu'à dire que c'était un Dieu chrétien. Pour moi, c'était Dieu. C'était quelque chose qui surplantait l'univers, qui était une ressource, une force. C'était pas un petit bonhomme dans le ciel. Hein. Non, c'était quelque chose, une force qui permet de se ressourcer et qui permet à tout de vivre. Ce qui donne la vie, voilà, qui donne la vie. C'était ce Dieu-là. J'aurais jamais dit je suis catholique. Ça aurait été trop dur pour ma famille, hein, pour ma mère. Ben, la vie, vous en parlez, justement, la vôtre, elle fait que commencer, hein, et on va voir ce que ça va donner, justement, la vraie vie, mais on va pas en parler là, on va en parler dans une autre pièce. Allez, venez, Dunia. Tout droit, tout droit. Tout droit. Là, on va prendre là. Ah, d'accord. Prenez place, Dunia. Et alors, on va commencer avec cette photo qui est un petit peu miraculeuse. Ah oui. Ouais, c'est un miracle à double sens. Vous avez quoi, 17 ans, c'est ça? Non, j'ai 15 ans et demi, 16 ans. Oui. Ah d'accord, oui. Patrick a 6 ans de plus que moi. Et Patrick, oui, c'est mon double. C'est le frère que j'ai pas eu, le cousin que j'ai pas eu, le père que j'ai pas eu, le grand-père que j'ai pas eu. C'est l'homme de ma vie, en fait. Cette photo, elle est symbolique. Il y a enfin quelqu'un qui me prend par la main. Et du coup, vous vous mariez? Oui, on se marie avec Sonia, hein, ma petite sœur, qui est toujours là. Oui. Oui, on se marie, ça c'est l'appartement de maman à Grenoble. Et après ce bonheur total, un jour, on fait des examens, votre mari, et vous allez à l'hôpital, vous, le cœur un petit peu léger, hein, quand on est comme ça dans des périodes d'euphorie. Et racontez-moi. Je vais dans cet hôpital de la Tronche. J'y vais, mais alors vraiment, moi je suis toujours pas angoissée. Hein. Pour moi, il n'y a rien qui peut arriver à Patrick, qui est toujours en forme, toujours en haut des montagnes. Et je vois une nuée de médecins qui sort de sa chambre, de cette chambre qu'on vient de m'indiquer. Donc moi, j'ai exactement... je n'ai pas encore 18 ans. Hein. On a été mariés avec l'accord de ma maman. Il vient vers moi, il me dit « Madame, votre mari a un cancer dans le cerveau, c'est grave, un gliome astrocytome, il passera pas l'été. » Et il s'en va. Donc voilà, ça c'était mes 18 ans. Il va mourir peu de temps après? Il meurt en juillet. En juillet. Il meurt en juillet, mais il meurt avant, parce que les cancers au cerveau, on vous met des produits ou vous êtes dans le coma. Et la pulsion de vie dont vous parlez tout à l'heure, vous allez la retrouver grâce à votre fille, en fait, parce que elle est encore petite, vous êtes obligé de lui donner le biberon, et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous dites « je me suicide après son dernier biberon ». Oui, vraiment. C'est vraiment Lilia qui, toutes les 2 heures, trop chaud, trop froid, viens maman, je m'ennuie,
Et c'est vraiment elle qui m'a rythmée. Et à chaque biberon que je donnais, à chaque petit repas que je donnais, je me disais, bon, je lui donne et je me suicide après. Ça a marché comme ça pendant plusieurs mois. Et puis, bah, c'est vraiment... voilà, c'est la mère qui a pris le dessus, là. Hein. Et derrière, je vais mettre cette photo. Cette photo, il y a un nouvel enfant. Oui. Et vous êtes avec votre maman. Oui. J'ai mis cette photo parce que je n'ai que cette photo. Oui. Et il s'est passé quelque chose avant de prendre cette photo, en fait. On est 5 ans après la mort de Patrick. Oui, exactement. Donc, il y a Lilia sur ma gauche qui a grandi. Et puis, bah, la première fois où je suis vraiment sortie de chez moi, quelqu'un m'a abordée, qui semblait très gentil aussi. Bah, j'étais jeune, il fallait que je refasse un effort que je crois en l'amour une nouvelle fois. Et donc, je me suis remariée effectivement au bout de 5 ans. Et en fait, c'est un peu comme si la disparition de mon grand-père, le pilier corse, avait jeté une malédiction sur les hommes de la famille quand même. Hein. Ce mari se révèle, je ne sais pas comment appeler ça, un schizophrène, très très violent, que je suis obligée de fuir. Il va vous casser 3 fois le nez. Qui me casse 3 fois le nez, qui rigole en disant bah, « tiens, là, je l'ai remis droit ». Qui fait un peu de prison, mais un tout petit peu. Vous savez, à l'époque, on me dit, alors je m'appelle Dominique, on me dit, la police me dit, bah, pourquoi vous avez épousé un arabe, fallait pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous vous réfugiez chez votre maman, c'est une des Oui, c'est une photo, je suis réfugiée chez elle, mais même chez elle, ils me retrouvaient. Donc, j'ai connu ce qu'on décrit là actuellement maintenant. Vous voyez, il faut 20 ans, 30 ans plus tard pour qu'on en parle librement. Hein. Moi, je vis ça à cette époque. Sans ma mère, je ne sais pas ce que je serais devenue. Ça, c'est votre quotidien. 6 déménagements, vous allez être obligé de faire pour fuir cet homme ultra violent. Et un des déménagements va vous conduire dans le nord de la France. Parce que, hein, pour le fuir, il faut aller le plus loin possible, en fait. Absolument. Et dans le nord de la France, là-bas aussi, vous devenez... vous avez une profession, vous devenez éducatrice. Oui, c'est ça. Je choisis... Je suis l'une des premières de la promotion à la sortie du concours de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Justice. Donc, je suis éducatrice de justice. Hein. Ça vous plaît, cette nouvelle vie? Ça a été une vie de bonheur dans le Nord. On a drainé comme ça des troupes de théâtre qui sont montées jusqu'à 150 jeunes au bout des 8 ans. Les grands prenant le biais sur les plus jeunes. C'était formidable. Une vraie réussite. Vous continuez vos études et vous allez jusqu'à avoir une thèse en anthropologie à cette période-là. Oui. Mais il y a quelque chose d'encore plus marquant à cette période-là, c'est ça. Oui, alors c'est la fin de cette période-là. C'est la fin de cette dunya, avant de parler de ça, c'est que vous êtes musulmane. Oui, c'est vrai. On l'a oublié ça, eh oui. Mais parce Depuis quand? Mais j'ai embrassé l'islam de façon tellement naturelle que, en fait, j'oublie de le dire. Et c'est quand? C'est à la mort de Patrick, où je commence à faire des études, parce que je continue à parler à Dieu, hein, ça n'a pas changé, à la mort de Patrick un peu plus que d'habitude, mais arrivé à ce moment-là, je commence à me dire, bon, il faudrait peut-être que j'étudie un peu les religions quand même, hein. Donc j'étudie globalement un petit peu la religion juive, un petit peu la religion catholique, un petit peu la religion musulmane. Et puis, finalement, je me convertis. Enfin, je me convertis pas. L'imam a dit, tu embrasses l'islam, puisque comme ton père est arabo-musulman, probablement que tu es déjà musulmane. Hein, c'est mignon. Donc, j'embrasse l'islam. Et oui, c'est vrai, je deviens musulmane, mais comme si c'était... Enfin, il n'y a pas grand-chose dans ma vie qui change. Il y a votre prénom qui change. Alors, mon prénom, c'est pas tout à fait lié à l'islam. Enfin, mon prénom, c'est le premier jeune délinquant dont je m'occupe dans mon atelier de réinsertion, pour une fois qu'il y en a un qui rentrait dans l'atelier, et qui me dit, t'as pas une tête à t'appeler Dominique. Ah, bah, je lui dis, écoute, mon père m'a appelé Amina, mais vu que mon père est jamais venu me voir, tu m'excuses, mais je vais quand même pas porter le nom d'un monsieur qui a fait que je naisse et qui n'est jamais venu me voir, même pas une fois.
Et alors, quand le gamin repart voir ses parents en Algérie 6 mois plus tard, il me sort une petite boîte d'allumettes, il me dit « Mais tu sais, tes parents n'ont pas réussi à se mettre d'accord, même pas sur ton prénom. Mais c'est facile. Tu mets Amina, tu mets Dominique dans une boîte d'allumettes, tu mélanges, ça fait Dounia. » Et en partant, il me dit « Et Dounia, ça veut dire la vie. » Waouh! Mais alors... C'était Mektoub, là. Donc vous commencez à écrire, bien sûr, et ce livre a une vraie résonance, oui. À tel point que, peu de temps après, il y a Sarkozy qui choisit sa beurette. Et ma mère me téléphone. CFC. Alors, Libé titre ça, Sarkozy choisit sa beurette. Alors, cette histoire, elle est drôle. D'abord, c'est le journaliste du Monde, Xavier Ternicien, qui m'appelle et qui me dit « Dounia Bouzard, vous êtes Dounia Bouzard ?» J'ai dit « Oui ». Et il me dit « Sarkozy va vous choisir pour le Conseil français du culte musulman, pour représenter l'islam moderne. C'est qui est corse? Votre père ou votre mère ?» Je dis « C'est mon grand-père maternel. » Et après, il raccroche. Après, je reçois le coup de téléphone de Nicolas Sarkozy qui me dit « Est-ce que vous pouvez venir à mon bureau? Je veux vous parler sérieusement. » Donc, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui, oui. Moi, j'ai su que ce livre avait beaucoup compté pour lui. Et donc, c'est là qu'il me dit « J'ai bien travaillé. Et vous êtes le profil idéal pour que les non-musulmans n'aient plus peur de l'islam. Vous êtes là pour faire le trait d'union. » Vous ferez un pont entre le... Oui. Bon, il m'a touchée, j'étais obligée, j'étais pas du tout sarkozyste, hein, croyez-moi. Mais quand il avait touché le cœur du sens de ma vie. Donc j'ai dit, ok, je vais rentrer comme personnalité qualifiée avec tous ces hommes. J'étais la seule femme. Et puis c'était quand même des gens qui avaient grandi dans le Maghreb. Et quand elle voit Beurette, donc votre maman... Et le lendemain, ce premier article de journal, c'est mon premier article de journal hein, qui parle de moi, ma mère m'appelle en hurlant, en me disant... Mais je croyais que c'était toi que cet abruti de Sarkozy avait choisi pour faire l'islam moderne. Vous n'avez pas reconnu. Et je lui dis, mais maman, mais c'est moi. La beurette. Elle me dit, mais beurette, mais d'où tu es une beurette? Mais... je lui dis, mais je lui ai dit que j'étais d'origine corse, mais tu sais, je m'appelle Dounia, donc pour eux, je suis une arabe, une émigrée qui a bien réussi, qui est toute... elle me dit, ah non, ça, c'est pas possible. Hein. Voilà. Vous allez y rester quelques mois simplement là, hein, ouais. Et vous allez claquer la porte du Conseil français du culte musulman. Ça devient une habitude, ouais. J'ai claqué la porte parce qu'en fait, c'était la même. Il y avait les élections qui arrivaient. Ils voulaient qu'en fait, d'abord, c'est le seul endroit où on n'a jamais parlé d'islam, le Conseil français du culte musulman. Je n'ai pas parlé d'islam une fois. Il fallait manger avec les députés pour leur montrer que les musulmans étaient civilisés, surtout moi qui étais la seule femme, la blonde pour cacher la forêt. Hein. Non, franchement, c'était une espèce de... J'ai eu l'impression que c'était de la diplomatie de seconde zone. Et on vous retrouve là? Oui, je crée mon cabinet. Bouzard Expertise? Oui, je démissionne de la fonction publique pour monter mon cabinet. J'ai aucun contrat. Et le premier homme qui nous fait confiance, c'est un directeur qui vient de passer les 50 ans à EDF, qui a fait le tour du monde, qui est revenu à EDF, qui m'a entendu à France Inter et qui a dit « Mais pourquoi on est tous pareils à EDF dans les cadres supérieurs ?» Il a fait sa crise, fait le tour du monde avec son sac à dos. Et il me dit « Je vous veux, vous. » Je lui dis « Mais vous savez, moi je suis spécialiste qu'en laïcité, pas en diversité, pas en discrimination. » Il me dit « Non, je vous veux, vous. » Et il nous fait un premier contrat sur 2 ans où on fait la charte de la laïcité finalement à EDF et on commence notre boulot en entreprise. C'est une belle histoire. Il y a des belles rencontres dans la vie quand même. Il y a de belles rencontres, la vie est belle, tout marche, mais ce n'est pas fini, vos aventures. Et on va voir un petit peu la suite dans une autre pièce. Ok. Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Dounia, derrière chaque écran des surprises, ou pas. En tout cas, venez, approchez-moi, on va regarder celui-ci. Avec ça aussi. Désamorcer l'islam radical. Ouais. Un autre livre qui a fait date. Ouais.
Des 60, 70, 80 parents se mettent à me téléphoner en l'espace de 2 mois pour me dire mais on retrouve exactement le comportement de notre enfant là-dedans. Tout d'un coup, ils ont peur de la culture, ils veulent plus aller à l'école, ils pensent que les professeurs veulent les embrigader, les endoctriner, ils nous font plus confiance, ils nous traitent de mécréants. Et dans les parents qui m'appellent, des profs, des psys, des policiers, les 3 premières filles, 3 policiers qui m'aident beaucoup. Des filles de policiers qui voulaient rejoindre Daesh. Qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils ont mis des micros partout, on a pu récupérer les discussions téléphoniques des recruteurs. On est donc tout début 2014. Je découvre que Daesh, contrairement à Al-Qaïda, arrive à faire autorité, à embrigader des jeunes qui ne sont pas forcément musulmans, pas forcément désespoir social, délinquants, tout ce qu'on peut imaginer, des enfants de bonne famille. Et quelques semaines après, je reçois un coup de téléphone de Bernard Cazeneuve qui me dit, qui me convoque. Et alors je me rappelle très bien là aussi parce que je ne fais pas de grands discours, je me mets sur la petite table du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur à l'époque, et j'ouvre mon ordinateur sur les vidéos du plus grand recruteur à l'époque que les papas policiers ont enregistré dans l'ordinateur de leurs enfants à leur insu, et je montre au ministre ce que ce recruteur dit à nos jeunes, et je dis au ministre, ben voilà comment ça se passe. Et le ministre devient tout violet en disant à ses conseillers, mais pourquoi c'est Dounia Bouzar qui me montre ça? Là, je me rappelle très bien, on est début 2014. Et là, par contre, il vous dit maintenant, faites quelque chose, créez une association. Oui, c'est ça. Alors, quelques semaines après, j'ai un coup de fil, le ministère de l'Intérieur va mettre un appel d'offres, il veut que vous postuliez, créez une association, dépêchez-vous. Je dis, mais j'ai une entreprise. Non, 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 une association, laissez tomber votre entreprise, mettez-vous au service de l'État. Et donc, je crée le CPDSI, Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. On appelait ça comme ça à l'époque parce que ça ressemblait à une grosse secte. Comme quoi tous les grands pontes, en fait, ne savaient pas à quoi faire face à ce phénomène. Moi, j'avais déjà, finalement, les mains dedans grâce à ces papas policiers. Et d'ailleurs, les policiers, vous allez les fréquenter longtemps à cette période-là. Oui. Parce que... Oui. On prend des risques, hein. Oui. Ouais, c'est devenu comme des frères. Alors j'ai été, on appelle ça une protection du clade 2, comme l'ambassadeur d'Israël. C'est-à-dire faisais partie des 10 personnes les plus protégées de France. Daesh, si vous voulez, c'est comme un couple divorcé. J'étais face aux recruteurs de Daesh sur Internet et je disais aux jeunes que Daesh leur mentait et Daesh disait aux jeunes que j'étais payée par Cazeneuve, donc par le Mossad, et que je voulais les détourner du vrai islam. Donc on était en position frontale et on se déchirait les jeunes qui étaient embrigadés sur Internet pour partir en Syrie. Donc les recruteurs m'avaient dans l'œil. J'ai très vite échappé à 2 attentats, moi. Oui, 2 gros attentats. On a sauvé 800 jeunes. 800 jeunes. On a sauvé 800 jeunes. 800. On en a ramené pratiquement 500 des frontières. On partait dans la nuit. On appelait le bureau de M. Cazeneuve. On avait toujours quelqu'un qui nous remettait avec Interpol. Cette période, on ne peut pas la décrire. Je pense que c'était un peu surréaliste. Même maintenant, quand j'en parle, je me dis, mais est-ce que je croirais quelqu'un qui raconte ça? C'était comme une contagion. Toutes les nuits, il y avait un parent qui appelait, qui disait « Tout d'un coup, je crois que mon enfant a vidé son compte, je crois qu'il a disparu. » On se mettait, boum, avec Interpol, on prenait la voiture. Donc, on avait 3 voitures, à la fin, voiture blindée, armes lourdes. Et on partait. On faisait 400, 800, 2000 kilomètres. On partait aux frontières et on a sauvé comme ça pratiquement 400 mineurs. Des gamines de 12 ans, une petite bretonne de 12 ans qui est partie 3 fois. Une fois, on est parti la chercher en Turquie, en Italie, en Allemagne. Passer comme ça à la sortie des lycées avec les voitures. C'était difficile à raconter. Hein. C'est même encore aujourd'hui. Et on a vécu ça ensemble. Donc, une grande famille qui, à la fin, m'ont dit « Madame, tu dois apprendre à savoir tirer ». Et qui m'ont inscrit dans un club de tir. Et qui, le soir, pendant leurs heures de congé, me disaient « Non, non, Madame Dounia, vous allez d'abord savoir tirer, ensuite, on verra. » Et alors, il y a cette photo qui m'interpelle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? La politique est la politique. Moi, je suis quand même une ancienne éducatrice. Hein. C'est mon cœur qui gouverne ma vie. Et puis, les élections présidentielles approchaient.
il y a eu certainement un conflit à l'intérieur du Parti socialiste entre Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, la tendance Manuel Valls. Et là, il y a eu un changement de politique où on m'a demandé de ne pas donner mes chiffres, de ne pas dire que ça atteignait des familles de classe sociale moyenne, des enfants de profs, de ne pas dire qu'il y avait des familles non musulmanes, de dire que c'était un problème de banlieue, qu'on allait former les imams et tout irait bien. Donc c'était ça la solution, il fallait mentir. Donc en plus, ils voulaient faire la loi sur la déchéance de nationalité pour les personnes d'origine étrangère, pour faire croire que c'était un problème d'arabe, un problème d'étrangers. On maîtrise la situation, Français, dormez tranquille. C'était ça. Et moi, j'ai évidemment... voilà. Vous n'avez pas fermé? Je n'ai pas fermé. Donc, en fait, je ne savais pas que c'était aussi dur de s'affronter comme ça à un ministre. On m'a traité de voleuse, de trafiqueuse, que je faisais travailler mes filles alors qu'elles étaient là bénévolement. Enfin, on a mis de nouveaux gardes du corps qui étaient sexistes, racistes, islamophobes. Je supporte la nouvelle équipe de policiers tout l'envers des autres. Quelques mois et je m'engueule avec eux et je fais, vous savez comme on fait quand on est à l'hôpital, je sous-signais Dounia Bouzar atteste que si je suis victime d'un attentat, je dédouane la responsabilité du gouvernement. Signé pour valoir ce que de droit. Cette photo-là? Oui. Parce que ça, c'est quand même vous. Oui, ça c'est ma Légion d'honneur. Exactement. Avec lui, hein. Avec Jean-Louis Bianco. Bianco, très très important. Mais oui. Justement, elle résume beaucoup de choses parce que d'un côté, on voit que vous êtes impressionné d'être sous les ordres de la République, oui. décoré, et en même temps, vous nous dites que la politique, vous n'y croyez plus trop. C'est juste avant Valls, ça. Ça, c'est juste avant Manuel Valls. Donc, j'étais pas encore détruite. C'était l'époque où, au contraire, je sauvais les jeunes. Et là, et aujourd'hui, alors? Est-ce que j'aurais ce regard? Ouais. Je sais pas. Quand vous avez comme ça des fake news qui vous entourent, vous comptez les gens authentiques autour de vous. Là, vous avez Jean-Louis Bianco, vous avez Christophe Coppen, avec qui d'ailleurs je viens d'écrire mon dernier livre. Le 32e Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis elle, qu'on voit là. Maman. Et ça nous permet de parler de la Corse, et venez, on va aller sur le dernier écran. Parce que la Corse, vous l'avez évoqué, elle vous a sauvé quelques fois. Et ça nous permettra aussi de parler de... On va montrer la photo. Elle qui arrive comme une bénédiction. Oui, Dalila, c'est mon cadeau de Dieu. C'est vraiment Dieu qui me donne quelque chose qui m'attend, quelque chose à l'intérieur de moi. Je suis incapable de dire le mot adoption, parce qu'adoption, on dirait qu'on va prendre quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Mais moi, Dalila, c'est comme si elle est née de moi depuis toujours. C'est écrit depuis toujours. D'ailleurs, le jour de mon anniversaire, elle a été trouvée. On a la même date de naissance. Et Dalila, c'est la 3e enfant qui donne du sens à ma vie, où je me dis, bon, Dieu a compris que je ne sais pas choisir mes maris, hein, un cancéreux, un psychopathe, donc là, on m'a donné ce bébé pour moi, c'est marqué dans l'agenda, elle est comme les autres, extraordinaire, les 3 filles sont soudées comme ça, et c'est d'ailleurs elle qui me donne la force de reprendre ma thèse, c'est elle qui me donne la force aussi de faire ce travail pour sauver les jeunes qui ont son âge, puisque quand je poursuis Daesh, elle a l'âge des jeunes que je sauve. Et là, il ne vous a pas échappé qu'on est à Bonifacio, bien sûr. Oui. Alors on a flouté un petit peu les visages parce que oui. Il y a toujours des problèmes de sécurité oui, autour de vous. Oui. La famille vient de temps en temps. Vous venez combien de fois avec votre maman? Vous venez de façon régulière encore? Oh oui, on vient de façon régulière. Et là, vous voyez, j'étais avec mes policiers et on s'était dit, on va en Corse pour être tranquille, sans les armes, pendant 4 ou 5 jours. Donc, à chaque fois que vraiment j'ai affronté la mort, finalement, je me rends compte que je suis toujours revenue ici. C'est drôle, je ne l'avais jamais réalisé. Oui, je viens, mais je viens quand ça ne va pas. Je suis désolée. C'est une ressource. Aujourd'hui, ça va. Oui, aujourd'hui, ça va. C'est une invitation. Et on va finir avec une image un peu, qui me plaît beaucoup, en fait. Et je vais expliquer pourquoi je l'ai mise. C'est celle-ci. Alors, on est à Quens ou à Sorbola? On est où, là? Non, on est comment vous appelez ça? Le plateau des Cochons? Ah, du Couchone. Le plateau du Couchone. Et cette photo est très emblématique parce que il y a votre maman, mais la photo elle est intéressante pour ça, en fait. Oui, parce que c'est un rapport avec le Figatelli. Et
Ma mère, quand je suis devenue musulmane, elle ne m'a pas attaquée directement. Elle a été plus subtile. Pendant tous les Noëls, pendant chaque fois que je venais chez elle, elle faisait ruisseler la bonne odeur du figatelli sur le pain grillé pour me faire craquer. Et ça n'a pas marché? Non, je lui disais, je ne mangerai plus de figatelli. Écoutez, merci Dounia pour ce voyage, pour ces combats. Merci à vous. Pour vos explications, pour votre sincérité. On est vraiment très heureux de vous avoir accueilli. Il y a un petit geste pour finir. Une énième photo à ajouter. Un petit selfie. Voilà. Ça a été un véritable plaisir. Plaisir partagé. À une prochaine, parce que moi je suis de l'Altaroca, donc quand vous accompagnez votre mère du côté de Sorbolano, faites signe. Volontiers. D'accord? Allez, au revoir Dounia.